Aujourd'hui on est lundi, donc 8 avril 2024. J'ai pas pu streamer hier dimanche parce que j'étais en déplacement, mais je suis assez content de streamer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Au niveau des actus décoloniales, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai aussi envie de vous parler d'histoire cette fois-ci parce que Histoire Crépue c'est quand même avant tout à la base une chaîne d'histoire et du coup j'ai envie de revenir dans l'histoire, vous allez voir, sur un conflit entre des métis du Sénégal et Léopold Sédar Senghor, qui était donc un député à l'époque coloniale en 1947. Et vous allez voir que c'est un truc trop passionnant qui résonne avec beaucoup de problématiques qu'on se pose encore aujourd'hui sur la question du métissage, la question raciale dans le contexte français et son lien avec l'histoire coloniale. Vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. Mais avant ça, on va parler d'actualité, je vais vous faire une petite revue de presse des choses qui se sont passées cette semaine et que je trouve cool à voir ou à aller lire, à aller écouter, etc. Donc j'espère que vous allez bien, vous, ça s'est bien passé votre semaine. Je sais pas si vous avez des sujets d'actu dont vous auriez trop aimé que je parle, des sujets qui vous ont marqué ou qui vous ont envie de donner... qui vous ont donné envie de donner votre avis. Donner envie de donner votre avis, ouais. Et j'ai envie de faire un petit test aussi. C'est que je vais vous mettre un lien dans le chat. Hop là. Et si vous pouvez, si vous êtes sur votre ordi, je vous recommande de cliquer sur le lien. Ça va vous mener sur, en fait, la page que j'utilise qui est un Miro. Normalement, vous devriez pouvoir voir cette page et naviguer puisque c'est là que je mets, en fait, l'essentiel des liens sur lesquels je vais cliquer pendant ce live. Et donc, ça vous permettra aussi de retrouver les liens par la suite. Et de vous dire ok, je veux qu'on regarde ça, etc. Pour l'instant, vous pouvez pas trop interagir sur cette page, mais peut-être que si l'expérience fonctionne, je vous permettrai de pouvoir mettre des emojis ou de liker des trucs qui font que vous avez vraiment une interaction avec moi sur ce que vous voulez que je lise et ce que vous voulez que je fasse. Alors en attendant, je sais pas si vous avez accès à vos claviers et tout, si vous êtes sur ordi ou si vous êtes sur téléphone, dites-moi un petit peu dans les commentaires, comme ça je sais si c'est quelque chose qui est utile ou si je le garde pour tout à l'heure. Je ne sais pas si t'as déjà répondu, mais t'as pensé quoi de Dune 2 ? Waouh, je n'ai pas vu Dune 2. J'avais eu beaucoup de seum sur Dune 1, je dois l'avouer. Alors il était très beau esthétiquement, mais il y avait un énorme problème pour moi, c'était que c'était encore une fois l'histoire du sauveur blanc au final, qui arrive dans le pays un peu des Arabes pour leur apporter la lumière. Je dis ça de manière assez légère et voilà quoi, mais j'ai un gros problème avec ce film quand je l'ai vu. Alors esthétiquement il était beau, au niveau du son c'était assez terrible parce que j'ai regardé en, je sais plus c'était quoi, je l'ai regardé en 4K ciné je sais plus quoi, là il y avait trop de son. J'avoue je suis peut-être un vieux boomer, mais là c'était trop le son. Est-ce que c'est justement pas une critique du sauveur blanc, demande Flo ? Bah je sais pas, j'ai pas vu le 2. Dans le 1, j'ai pas l'impression qu'il y avait de la critique du sauveur blanc, non. Mais peut-être que c'est mon analyse qui était un peu mauvaise. Peut-être que dans le 2, ça change. J'ai pas encore vu le 2. Pour moi, dans le 1, ça ne critiquait pas particulièrement le sauveur blanc du tout. Mais faudrait que je le revoie. En fait, ce serait pas mal de le regarder et de faire une critique vraiment à chaud. Mais ouais, j'avais été le voir au cinéma en plus. Et j'avoue que je suis pas trop du genre à aller au cinéma. Je sais pas, je suis claustrophobe. Je suis claustrophobe des salles de cinéma. Et oui, c'est pour ça que je préfère YouTube, etc. Et vous en avez pensé quoi alors de Dune 2 ? Vous avez été le voir ou pas ? Et du coup, je vous rappelle quand même, dans le chat, je viens de mettre un petit lien. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien et de me dire si vous arrivez à vous connecter ou si ce lien ne fonctionne pas du tout. Et si, coucou tout le monde, coucou Yuno. Si vous cliquez sur le lien que j'ai envoyé, je vais le remettre encore une deuxième fois. Vous devriez voir donc cette page et vous devriez pouvoir naviguer si vous êtes sur votre ordinateur. Bonjour Aim Saraba, salut, ça va bien ? Faudra qu'on fasse des live Twitch ensemble. Bonjour. Du coup, si vous cliquez sur le lien que je viens d'envoyer dans le chat, dites-moi si vous pouvez cliquer dessus ou pas, ou si ça fonctionne pas ou pas. Eh bien, vous devriez arriver sur cette petite page et... ça marche ici. Ah, super. Oui, le lien fonctionne. Donc, vous devriez voir cette page. Et je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Ah, mais peut-être que vous devez créer un compte et tout, je sais pas. Personalittle lance un raid avec un groupe de 4. Bah, bonjour à tout le monde, bonjour le raid. Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler d'actualité décoloniale, mais aussi d'histoire coloniale. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes. On va parler d'un conflit entre des métis et le député Léopold Sédar Senghor en 1947. Alors, ça a l'air relou comme ça, mais je vous promets que je vais rendre ça intéressant, vous allez voir.
Et en attendant, on va parler d'actu. Et du coup, salut Aïtoa Musique. Bienvenue. Et du coup, vous pouvez voir, en fait, je sais pas si ça fonctionne, vous pouvez vous déplacer. Moi, je vois pas vos curseurs, je pensais que je les verrais. Hide. Ah non, je vais pas les hider. Show. Ouais. Si jamais vous êtes connecté, vous voyez normalement tous mes articles que je viens de mettre. Et si vous cliquez sur les articles, ça va vous ouvrir les pages et vous pourrez vraiment les lire. Ça vous permettra de retrouver ce dont je parle aujourd'hui. Et j'aimerais bien en fait vous voir, mais pourquoi je ne peux pas ? Bon, je ne sais pas, mais en même temps, c'est un peu chiant de m'écouter, plus de naviguer sur le site, je pense. Hello, le programme a l'air intéressant. Salut, Personality. Alors, du coup, on va commencer par quoi ? On va commencer par ce site-là. Histoire coloniale et post-coloniale, je vous conseille, histoirecoloniale.net, qui a sorti un article, une résolution de l'Assemblée sur le 17 octobre 1961 qui ne reconnaît pas le crime d'État. Il faut savoir que il y a la semaine dernière, en fait, il y a une résolution à l'Assemblée qui est passée pour reconnaître justement, pour remettre au goût du jour le crime d'État du 17 octobre 1961 où des personnes algériennes ont été tuées massivement dans la ville de Paris. Et donc on va lire juste le tout début de cet article, puisque histoirecoloniale.net est critique de ce qui s'est passé. L'Assemblée a adopté une résolution condamnant la répression meurtrière d'Algériens et d'Algériennes par la police à Paris le 17 octobre 1961. Donc là c'est plutôt énorme en termes de reconnaissance d'un crime, puisque depuis longtemps des militants dénoncent ce crime d'État qui a eu lieu et rien n'avait été fait publiquement. Là, il y a enfin une résolution qui condamne cette répression, mais en prenant soin d'exonérer toutes les institutions de la République qui furent impliquées dans ce crime d'État. Et donc là, c'est un article par Fabrice Risputi, qui est vraiment quelqu'un de très engagé sur la question anticoloniale et qui a écrit de nombreux livres. Je vous montre un peu les livres qu'il a écrits. Si j'arrive, ouais, j'y arrive. Il a écrit notamment Le Pen et la torture, Alger 1957, lutter contre l'oubli. Donc c'est vraiment un spécialiste des crimes liés aux Algériens dans le cadre et dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc ce livre est paru en 2024, c'est son plus récent, mais avant il avait écrit justement un livre sur Ici on noya les Algériens, sur cette affaire justement de octobre 61. On condamne sans dire qui est responsable, exactement, c'est ça. Le 28 mars 2024, par 67 voix pour, donc c'était NUPES, Renaissance et Modem, et 11 voix contre, bien sûr le RN, 4 abstentions, 494 députés n'ayant pas pris part au vote, l'Assemblée nationale a adopté une résolution relative à la reconnaissance et la condamnation du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Et donc on a un lien pour voir cette résolution. Je vous mets le lien d'ailleurs de l'article. Juste ici, son compte Twitter est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que vous pouvez suivre Fabrice Risputi sur Twitter, c'est vrai sur X maintenant comme on dit. C'est très intéressant. Il a toujours plein de sources, plein d'anecdotes, de choses qui vont vous donner des informations sur le lien entre l'histoire coloniale et l'actualité, notamment des répressions aujourd'hui dans le monde. Et donc cette proposition de résolution, elle est ici, je vous la mets aussi dans le lien bam bam, et vous pouvez la retrouver sur mon super tableau, puisque vous avez le lien pour accéder à toutes les sources sur lesquelles je travaille, donc je vais la coller ici aussi. Voilà. Donc porté par les députés Sabrina Sebaihi, donc de Europe Écologie Les Verts NUPES, l'une des très rares élus actives sur la question de la mémoire coloniale, et Julie Delpech, Renaissance, elle a été l'objet, selon l'AFP, de fréquents échanges avec l'Élysée sur son contenu. Rappelons qu'elle fait suite à une cérémonie commémorative silencieuse du président de la République au pont de Bezons le 16 octobre 2021, donc ça fait déjà un petit moment, suivi d'un communiqué de l'Élysée dont la version des faits avait suscité les critiques. On a aussi le lien vers ce communiqué. C'était d'ailleurs, encore une fois, Fabrice, je trouve ça drôle qu'il ait fait ça, dont la version des faits avait suscité les critiques. Des critiques, mais de qui ? De lui-même, Fabrice Risputi, dans Lundi Matin en novembre 2021. Le lendemain, jour du 60e anniversaire du massacre, l'importante manifestation réclamant sa reconnaissance comme crime d'État avait été empêchée d'accéder à la plaque commémorative sur le pont Saint-Michel, contrairement au préfet l'allemand, lequel y déposa une gerbe sans faire de déclaration. Donc on avait empêché les manifestants d'aller à l'endroit de la plaque de commémoration,
alors que le préfet, qui est quand même représentant des institutions qui ont perpétré ce massacre, surtout le préfet l'allemand, c'est pas n'importe quel préfet, on le connaît de la répression des Gilets jaunes notamment, lui, il a pu aller déposer une gerbe sans rien dire, même pas reconnaître que effectivement c'était la France qui était responsable de ce massacre. On trouvera sur notre site de nombreux articles relatifs au massacre, ainsi qu'à la longue bataille menée pour sa connaissance et sa reconnaissance. Dans le texte ci-dessous, l'historien Fabrice Risputi constate que cette résolution en retrait par rapport à celle du Sénat en 2012 souffre des mêmes graves manquements à la vérité historique que le communiqué de l'Élysée en 2021, et qu'elle révèle surtout une incapacité politique à qualifier le 17 octobre 61 pour ce qu'il a été, un crime impliquant toute la Ve République et non seulement le préfet Papon. Puisque parfois dans ce genre de crime, les officiels ont tendance à mettre la responsabilité sur un personnage particulier, et là ça va être le préfet Papon qui porte un peu le chapeau, mais en fait il n'y a pas que lui qui est impliqué dans cette affaire. Je vous laisse lire l'ensemble de l'article qui critique donc plutôt cette résolution à l'Assemblée. Et ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler quand on essaye de parler de massacres coloniaux et autres, c'est que parfois, il y a des textes qui peuvent passer à l'Assemblée et qui permettent de traiter le sujet, mais pas forcément de la meilleure manière, et souvent qui ne sont pas forcément bien instruits historiquement. C'est-à-dire que les députés qui le portent, ou bien alors ça peut être parce que les échanges avec l'Élysée font que, dans le texte final, la vérité historique n'est pas respectée. C'est d'ailleurs ce qui est dénoncé ici. Et du coup, ça pose un gros problème, puisque derrière, ça donne l'impression que le sujet est traité, donc plus besoin d'en parler au final. Et en plus de ça, ça va avoir l'effet de figer dans le marbre une version des faits qui n'est pas concrète. Et donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'historiens et d'historiennes qui se méfient en fait des moments où des lois sont prises sur des sujets d'histoire coloniale. Et il y a notamment l'historienne Armelle Mabon qui fait un gros travail sur le massacre de Tiaroy, qui est un autre massacre un peu de ce genre, qui se mobilise vraiment parce que tout ce qui a été fait au niveau de l'État sur ce massacre ne fait que reproduire une version erronée et la version officielle du gouvernement sur ce sujet. Et on continue notre petite avancée, parce qu'il y a pas mal de sujets à traiter quand même. Est-ce que vous avez un sujet... attendez, je vais vous remettre encore le lien. Je vois qu'il y a une personne sur le lien, super. Attends, hop. Comment je vous le partage ? Du coup, je vous remets le... Ah, je vais l'épingler carrément, voilà. Ah non, je peux pas l'épingler. Je vous remets ici le lien vers le Miro qui vous permet de voir un petit peu la liste des choses que je trouve intéressantes à voir aujourd'hui. Salut Naya Rei, bienvenue. Alors, autre chose intéressante cette semaine à suivre, c'est le site de la Fondation Frantz Fanon qui le partage, mais c'est pas forcément eux qui l'ont fait en soi. Mais il y a une grande marche... Ah pardon, je vous ai pas mis l'image. Donc sur le site de la Fondation Frantz Fanon, vous trouverez un article sur une grande marche contre le racisme et l'islamophobie qui va se tenir le 21 avril à Paris. Donc notez ça dans vos carnets. Le 21 avril à Paris, il y aura une grande marche contre le racisme et l'islamophobie. Alors que le 3 décembre 2023, nous fêtions les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Ensuite, on va avoir le 13 mars 2024 à Aubervilliers, Wanis et Ibrahim volontairement percutés par la police. Les 9 et 10 décembre 2023 à Chelles, 2 adolescents de quartier, Théodore et Justin, trouvaient la mort dans un refus d'obtempérer. Le 3 novembre 2023, Mustapha, mineur isolé marocain, suicidé par pendaison à la maison d'arrêt de Villepinte. Et ils font toute la liste de morts liées à la au racisme notamment et l'islamophobie, mais qui sont le découlement logique de l'histoire coloniale. Et donc, il y a un appel. En France, nous, habitants des quartiers musulmans, afrodescendants, mais pas que, sommes en danger. Depuis trop longtemps, la violence de l'État s'abat sur nous de manière arbitraire, injuste, mais bien plus inquiétant. Cible les plus innocents d'entre nous, nos enfants. Nos enfants ne sont plus considérés comme des enfants, ils sont privés de leur enfance, ils sont suspects des 10 ans, des 8 ans, des 6 ans d'être violents et fanatiques, assimilés à des barbares, voire à des terroristes en puissance, à l'instar des enfants de Gaza maltraités, emprisonnés, tués par milliers. Et ils vont faire tout un appel que je vous lis pas en entier, mais dans le texte d'appel à la marche,
Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission ou la remplir ou la trahir, de Frantz Fanon. Échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance, moi je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Kerry James, appel à la marche 21 avril avec le soutien de Michel Zecler et plein de personnalités qui ont signé ensuite cet appel à la marche. Et si je me trompe pas, l'appel, voilà, c'est lié, ceux qui sont à l'origine de cet appel sont... En tout cas, c'est lors de la date d'anniversaire de la mort d'Amin Bentounsi, et si je me trompe pas, voilà, c'est ça. À l'appel de Yessa Belkodja du collectif de défense des jeunes du Mantois et d'Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine. C'est elles qui sont à l'origine de cet appel à la marche. Alors, je continue notre petit tour. Il y a eu un article de Basta sur la fin de la trêve hivernale. Des femmes obligées de vivre en squat craignent le retour à la rue. Et je ne sais pas si vous aviez suivi cette affaire à Montreuil. Plus de 50 personnes, en majorité des femmes, habitent un bâtiment désaffecté depuis 2 ans, après avoir passé des mois à la rue. À l'approche de la fin de la trêve hivernale, elles craignent de se retrouver à nouveau sans toit. Et là, Basta a fait un super article sur le sujet, et vraiment qui est bien documenté, et c'est un collectif de femmes, enfin un groupe de femmes du squat de Montreuil, qui sont toutes quasiment originaires de l'Afrique de l'Ouest, et qui se sont organisées pour ne pas se retrouver à la rue. Donc dans ce lieu, elles étaient pour l'instant protégées par la trêve hivernale, mais bientôt la trêve est finie, et donc il y a le risque de retour à la rue, et donc il faut se mobiliser aussi pour accompagner ces femmes, sachant que être une femme en situation de sans-abri, aujourd'hui souvent elles ont des enfants aussi, c'est compliqué de manière générale, mais en région parisienne, aujourd'hui c'est vraiment particulièrement compliqué, et je lis juste cette passage de l'article, donc qui nous dit « Un squat de femmes ». Ce squat a un statut particulier dans la ville en raison de la grande proportion de femmes qui y résident, témoigne Thomas, soutien des habitants vivant lui-même dans le squat des Roseaux, à quelques pas, également menacé d'expulsion. À Montreuil, il y a toute une histoire du squat militant et du squat de personnes sans papier, où vivaient majoritairement des hommes seuls, parce que c'est une population qui a plus de difficultés à se voir proposer des solutions, observe-t-il. Mais maintenant, on en vient à une situation où même des femmes enceintes avec des enfants en bas âge se retrouvent à squatter, alors qu'avant, elles arrivaient à être prises en charge. Et donc, il y a vraiment différentes personnes qui sont interrogées dans cet article, et c'est très intéressant et important de suivre cette affaire. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas du tout de cette affaire du grand squat des femmes de Montreuil et du risque qu'elles retournent à la rue à cause de la fin de la trêve hivernale. Hop là. Je continue mon petit tour. On a l'association Survie, qui a fait un gros travail, enfin qui fait un travail gigantesque en général, de critique de la France-Afrique notamment, mais en général de l'impérialisme colonial et de ses restes, ses résidus aujourd'hui dans le monde, qui a fait un article sur les Xème commémorations du génocide. Je dis Xème parce que je suis mauvais en lecture de chiffres latins, mais ça veut dire 30. Commémoration du génocide des Tutsis, Macron esquive encore la complicité de la France. Communiqué. Ouais, merci Aïtua. Communiqué, Emmanuel Macron, absent de la 30e commémoration du génocide des Tutsis à Kigali, fait diffuser une vidéo dans laquelle il reste figé sur les mots prononcés du bout des lèvres en 2021. Il ne parle que du génocide des Tutsis du point de vue historique et esquive tout ce qui concerne le rôle de la France et la justice. Il parle d'avancer ensemble, entre guillemets, et son ministre Stéphane Séjourné annonce un nouvel accord commercial France-Rwanda de 400 millions d'euros. Il s'agit bien de faire du business en enterrant le passé sur le dos des rescapés et de la justice. Pour Patrice Garésio, coprésident de Survie, Emmanuel Macron poursuit son opération de communication qui vise à exonérer la France et ses représentants de l'époque de la complicité du crime de génocide des Tutsis. Cette stratégie est vouée à l'échec. Depuis que l'Élysée a été contrainte de briser le mur du déni, nos compatriotes ont compris que le récit qui leur est servi depuis 30 ans n'est qu'une succession d'écrans de fumée.
Pour la rafle du Veldiv, il a fallu 50 ans pour que le chef de l'État reconnaisse officiellement que la France s'est rendue complice de génocide. Pour le génocide des Tutsis, certes il faudra du courage, mais là aussi, la reconnaissance est inéluctable. Quand aura-t-elle lieu ? Grosse question. Chirac n'avait pas reconnu le génocide rwandais ? Je ne crois pas, Myriam 34 565. Peut-être qu'il a parlé de ça dans une interview à titre privé, mais en tout cas, la France n'a jamais reconnu qu'elle avait été complice, en fait, c'est ça le truc. Bien sûr, elle reconnaît qu'il y a eu génocide, mais de là à reconnaître sa responsabilité dans le génocide, c'est ça la question. Et c'est de ça qu'il est question ici. Et Survie a fait un grand dossier qui est disponible quand vous cliquez juste à côté, qui s'appelle « Déni et non-dit, 25 ans de mensonges et silence complice sur la France et le génocide des Tutsis du Rwanda ». Donc ça, c'était pour les 25 ans. Donc ça fait déjà 5 ans en 2019 qu'ils l'ont sorti. Mais quand vous cliquez dessus, vous avez accès à un grand dossier avec toute la chronologie, voilà, et plein de notes, plein de choses qui pointent du doigt la responsabilité de la France dans ce génocide. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose, donc il y a des documents d'archives, etc. Je vais pas prendre le temps ici de vous le lire, mais je mets le lien toujours sur le Miro. Il est là. De toute façon, vous avez le lien du Miro qui est épinglé. Non, il n'est pas épinglé, toujours pas. Hein. Impossible d'épingler. Pourquoi je peux pas faire ça ? Non. Wesh l'équipe, salut Unitaire, bienvenue. Oui, c'était ma remarque, pardon. La reconnaissance, ok, merci pour ta réponse, yes. Donc voilà, je vous conseille de lire donc ce rapport de survie qui vraiment pointe du doigt la complicité la complicité de la France sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je continue mon petit tour des actualités sur Hors-Série. Il y a un entretien qui vient de sortir, si vous connaissez le site Hors-Série. Elephando, salut, super tes vidéos YouTube, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à toi Elephando. Donc, paradoxe de récit de transclasse avec Laëlia Véron. Donc, c'est un titre un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire, les transclasses les gens transfuges de classe, peut-être ? Eh bien, on va le savoir en lisant donc le résumé, si vous le voyez ou pas. Ah non, il a mangé un bout du résumé, attendez. Ouais. Donc, c'est une émission conçue et animée par Louisa Yousfi, que vous connaissez peut-être, Louisa Yousfi, qui a écrit le livre, si je ne me trompe pas, Restez barbare, le titre. Attendez, hop. Livre de Louisa Yousfi. Ouais, Restez barbare, mais il n'y a pas d'image. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'image disponible ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Restez. Voilà. Là, vous avez l'image du livre de Louisa Yousfi. Et donc là, c'est elle qui interviewe ou qui discute avec, si je comprends bien, Laëlia Véron. Si je comprends bien. Ou pas du tout. Si, c'est ça. Mais aussi avec Judith Bernard. Bon. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc on va juste lire le texte. On en a lu, relu, relu. Des récits écrits à la première personne, d'écrivains que rien ne prédestinait à prendre la plume un jour, écrivains partis de rien ayant déjoué tous les déterminismes sociaux et néanmoins décidés à les dire, ces déterminismes, parfois à les dénoncer explicitement. Récits de miraculés qui refusent de croire au miracle, de bons élèves qui esquintent l'institution scolaire, d'intellectuels écœurés par les sophistications de la pensée, de méritants qui honnissent la méritocratie, de résilients encombrés de névroses et de mauvais affects, toutes ces contradictions logées au cœur des récits de transclasse, en réalité d'une partie de cette littérature, celle de gauche pour le dire vite, ne sont pas forcément des faiblesses du genre. Il est probable qu'elles soient leur raison d'être, ce qui précisément fait œuvre, contrairement aux récits des transclasses de droite, plus cohérents, plus réussis, et pour cette raison même cantonnés à une sorte de sous-littérature du genre. Alors, vous avez compris ce qu'elle a dit ou pas ? Parce que c'était intense comme paragraphe. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que il y a deux types de récits de transclasse, c'est-à-dire les transfuges de classe, donc c'est les personnes qui naissent dans une famille de classe populaire et qui vont changer
de milieu social pour arriver dans des classes moins populaires, plus bourgeoises, voire aristocratiques, même si elles ne deviennent pas elles-mêmes forcément des bourgeois ou des aristos, ils évoluent dans d'autres cercles. Et donc c'est ce qu'on appelle les transfuges de classe. Là je fais un résumé assez rapide, mais du coup le transfuge de classe, ça crée plein de contradictions entre ce que tu as vécu quand tu étais enfant, en tant que personne de classe populaire, et dans quoi tu te retrouves en tant qu'adulte, parfois dans un milieu bourgeois, avec de l'argent, avec de la propriété privée, avec différentes choses comme ça auxquelles tu n'étais pas habitué. Donc ça crée un espèce de conflit moral ou juste de racines, parfois pour certaines personnes. Et ce qu'elle dit là, c'est que les transclasses de droite, pour eux, c'est normal, c'est même stylé, ça fait même partie de leur narratif. C'est l'ascension sociale, genre started from the bottom, now we're here, mais genre en mode ils ont réussi, en fait la mission, l'objectif de leur vie est réussi. Ce qui crée un discours assez cohérent et assez nul artistiquement, un peu selon le texte de Louisa Yousfi, alors que les transclasses de gauche, ils vont s'auto-critiquer en permanence en se disant « Ah ouais, mais en même temps, je suis un peu un bourgeois, je suis un bobo, je suis néo-truc », ce qui crée une espèce de contradiction bizarre parce qu'au final, ils n'assument pas vraiment la nouvelle position qu'ils ont. Mais en même temps, elle trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai dit n'importe quoi ? Dites-moi dans les commentaires. Et donc, elle continue. Comment raconter la violence sociale, le manque, l'humiliation, l'absence totale de perspectives qui font le lot quotidien des classes laborieuses à partir d'un parcours d'exception ? Comment raconter les bonnes et mauvaises étoiles qui vont naître enfants de Bourges et enfants de Prolo et maintenant un ordre impeccable et ne pas faire du petit inexpliqué de son propre parcours un chaos qui annule tout ? Comment venger les siens quand objectivement on a trahi tout ce qui nous reliait à eux ? Ces questions impossibles, 1000 fois remises sur le métier, font de cette littérature un agrégat de textes quasi similaires, ultra réflexifs, au ton souvent lancinant, se reprenant sans cesse, parfaitement conscient de l'inconfort de l'entreprise car voué à plaire aux classes intellectuelles bourgeoises convaincues des bienfaits de la lecture et des études. Trier parmi les prolos ceux qui méritaient de le rester, des quelques élus qui les gratifient désormais d'un précieux témoignage, inspirant, non ? Salut 13 bis, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. 13 bis, le super modérateur de la chaîne Histoire Crépue. Je t'explique un truc d'ailleurs, 13 bis, aujourd'hui j'ai testé un truc, c'est que j'ai mis un lien vers un Miro. Attends, comme ça je vous les réexplique pour tout le monde en même temps. Hop, Miro, tac, je le remets encore une fois. Et en fait, quand les gens cliquent sur ce lien, ils peuvent normalement arriver sur ce tableau et voir tous les articles que j'ai mis et qu'on va commenter aujourd'hui. Donc ça permet de cliquer dessus, de les ouvrir et tout. Voilà, il y a tous les liens. Et j'aimerais bien qu'on voit les petites flèches qui se baladent, mais j'ai pas trouvé la manière de le montrer pour l'instant. Trop bien, merci beaucoup 13 bis. Ok, donc là j'étais en train de lire Paradoxe des récits de transclasse, donc dur d'être un bourgeois. Et là, on a un petit extrait, on va peut-être regarder quelques secondes de l'extrait YouTube qu'ils ont mis. Et en fait, pour voir la... C'est quoi cette pub pourrie ? Ok. Pour voir la vidéo en entier, vous pouvez... Enfin, il faut s'abonner à hors-série, je crois. Il n'y a pas d'autres moyens. 73 minutes. Mais on va regarder juste quelques extraits vite fait, quoi. La trahison, parce que c'est le grand mot de cette littérature. La trahison, il y a quelque chose à la fois d'obligatoire et d'impossible, c'est que, en fait, quand ils trahissent, ils sont aussi collés au désir des leurs d'être représentés par ces personnes qui les ont quittés, en fait. Donc il y a une ambition, du milieu qui les a projetés de manière à ce qu'ils les représentent. Donc en fait, ils le font, mais ils le font forcément quand ils y sont plus. Et donc il y a forcément ce décalage qui est à assumer et qui sont obligés d'en subir les conséquences. Et donc il y a un truc comme ça qui est... Ça, c'est ce qui est représenté dans les récits. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple. Alors déjà, d'avoir le désir que son enfant réussisse, c'est pas forcément un désir d'être représenté. Ça peut être juste un désir, effectivement, que l'enfant ait une vie, voire une vie meilleure. Merci à Art of Seb. Je vais tester ça, mais j'ai testé, ça marchait pas tout à l'heure, et je pense que t'as raison, c'est peut-être parce que c'est en mode visiteur. Est-ce que vous vous sentez, vous, des dur d'être un bourgeois, ou bien toujours prolo fier de l'être ? Ça dit quoi ?
meilleur qu'eux. C'est souvent les transfuges qui disent, je parle pour ma mère, je parle pour mon père, mais on ne sait pas si le père, la mère voulaient vraiment parler. Ouais, peut-être qu'ils voulaient pas du tout dire ça. Hein. Ou que la personne parle à leur place. Donc déjà, non mais c'est une question à se poser, c'est pas forcément faux, peut-être que oui, mais de fait, c'est les transfuges qui disent ça. C'est une manière aussi de légitimer sa parole. Et ensuite, j'ai envie de dire, qui sont les siens ? Au fait, justement, il y a très peu de peinture du milieu d'arrivée dans les transfuges. Ils parlent très peu souvent du monde de la bourgeoisie intellectuelle. Ça pourrait être intéressant d'en parler, du monde de l'édition, de comment ça fonctionne. Si de fait, c'est ça les leurs, les siens de maintenant, pourquoi ne pas parler des siens au présent ? C'est vrai que c'est intéressant ça, on parle des siens au passé, mais parfois on a complètement changé de mode. Les siens, c'est quoi en fait ? C'est ceux du passé ou ceux du présent ? Intéressant cette émission, ça a l'air de bien remuer les choses. Merci Tresbis pour la commande. C'est aussi cela. Puis ensuite, il y a plusieurs siens, sans nier bien sûr la sociologie et l'évolution des trajectoires sociales. Peut-être qu'on a aussi des siens au présent, dans les luttes par exemple, des gens qui font partie de nos vies. Moi jusqu'ici, je me disais que c'était plus une mise en scène de la vulnérabilité, de la fragilité, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui très mises en avant et très mises en valeur, même sur le plan c'est aussi une manière politique, de se mettre en valeur. Même sur le plan politique. Donc capitaliser sur son origine prolo. Dans le camp du progressisme aujourd'hui, c'est des choses c'est un moteur, je veux dire, c'est des identités qui sont importantes, la vulnérabilité, la fragilité. Mais en vérité, ce que vous dites, c'est que en fait, c'est une manière, juste par contraste, de montrer au contraire la résilience, la force, le fait de savoir surmonter. C'est la question du schéma narratif, parce qu'on ne s'arrête pas à la vulnérabilité dans ces récits. On montre comment on a surmonté, voilà justement. On montre comment on a surmonté, mais comment on est encore. En fait... Ouais, c'est intéressant comme... En fait, j'ai l'impression que la façon elle parle, Louisa Yousfi, ça la titille elle, parce qu'elle est justement cet archétype de la personne, mais moi aussi, hein, de la personne dite transfuge de classe, et cette question de comment on se positionne par rapport à ça. Et alors attendez, parce que la personne qui a invité du coup Leila Véron, c'est par rapport à un de ses livres ou pas ? J'ai pas compris juste ça, si c'était lié à un de ses derniers livres. Oui, c'est mieux. C'est aussi cette difficulté à donner la parole à des gens qui sont encore dans des vécus prolétaires, genre laisser la place. Exactement. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle l'écrit, donc dans le livre, la linguiste Laïlia Véron, Venger et trahir, paradoxe de récit de transfuge de classe, qui vient de sortir à la découverte en 2024, qui permet de mettre en ordre et de penser froidement avec distance et surtout sans céder à un mauvais esprit ricaneur. Elle nous raconte surtout comment cette littérature est appelée à se déplacer ou à se renouveler si elle ne veut pas finir par mourir de ses paradoxes. Punaise, ça a l'air vraiment intéressant. Vous en pensez quoi ? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer d'autre ? Alors, il y a Marie Scondé, hein, qui est décédée la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je vais faire la recherche quand même. Très précisément le 2 avril 2024, qui est une grande femme politique, écrivaine, tout en fait, noire, antillaise, qui est décédée, qui nous a quittés donc en 2024, voilà, c'était le moment. Et moi j'ai tellement envie de lire ce livre notamment de Marie Scondé, pardon, est-ce qu'on peut le voir, Ségou, le roman. Comment je peux vous le montrer correctement ? Ah ouais, c'est difficile, hein. Son livre sur Ségou, qui s'appelle Ségou, pardon. Voilà. J'ai vraiment envie de lire ce livre-là. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique est un continent, waouh, noble et sauvage. Ça va pas le mot sauvage. Entre Bamako et Tombouctou, Ségou est un royaume florissant. Les Bambara, polythéistes et animistes, un peuple invincible. Et elle va raconter toute une histoire qui se déroule à Ségou. Mais il y a une vidéo de Lina dans laquelle elle intervient et j'ai envie de l'écouter. Et puis, Marie Scondé, vous êtes professeur de littérature négro-africaine. 1984. Comme quoi, on n'a pas inventé le wokisme cette année. À l'université Paris 4, vous êtes romancière et vous venez de faire paraître aux éditions Robert Laffont ce gros roman intitulé Ségou, les murailles de terre, et qui est une saga tout à fait passionnante, une saga de l'Afrique à travers une famille qui habite Ségou
La capitale du royaume Bambara, C'est de ça. l'ancien Ah, il était en galère pour expliquer ce que c'était. royaume Bambara. Alors, tout de suite, Ségou, c'est où? Aujourd'hui, c'est dans le Mali. Hein. Oui, maintenant, ça se trouve, enfin, ça s'est tout trouvé au bas, tout à fait au bas de la courbe du fleuve, entre les régions de Bamako et Mopti. Maintenant, c'est une petite ville provinciale, mais il y a quelques siècles, c'était la capitale de l'empire très puissant qui rayonnait dans toute la région. Ça, c'est intéressant parce que ça pose la question de quand la colonisation est arrivée, ça a complètement réorganisé les villes qui sont les plus importantes en Afrique en général. Ça, c'est important parce que vous verrez qu'aujourd'hui, quasiment toutes les villes importantes sont des villes de la côte. Et dans quasiment tous les pays qui ont subi l'impérialisme occidental, les villes importantes sont des villes de la côte. Alors que si vous voyez en France, par exemple, Paris n'est pas une ville de la côte et pourtant c'est une ville importante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit c'est des villes de la côte, soit c'est des villes de fleuve, parce que elles servaient en fait au transport pour les colons, à l'export des ressources, des matières premières, etc., vers l'Europe ou vers le reste du monde. Et du coup, ça a fait qu'en Afrique, on a toutes les villes de l'intérieur qui ont grave perdu en puissance, même si par exemple Bamako au Mali, c'est un peu autre chose parce que c'est un pays enclavé, mais dans les pays côtiers, ça va être les villes de la côte qui ont gagné de la puissance qui n'est pas cohérente avec le fonctionnement intérieur des pays africains. En réalité, ça a créé des pays qui sont tournés vers l'extérieur, mais ce tournement vers l'extérieur est le résultat de l'exploitation coloniale. Et dont on parlait avec beaucoup de respect et beaucoup de crainte. Les Bambara étaient de grands guerriers, redoutés, et des agriculteurs aussi émérites. Donc ils avaient à la fois des qualités de paix et des qualités de guerre, dans la paix comme dans la guerre. Votre roman, Bon, on a grave envie d'en savoir plus sur Ségou, mais comme ce n'est pas le sujet central de ce live, j'arrête ici. En tout cas, elle nous a quittés ce mois-ci, et on a un article de D'ici et d'ailleurs que je vous conseille aussi, qui est une revue, un magazine en ligne. Ah, ça veut pas vous coller, je n'arrive pas à vous coller le lien, attendez, hop, tac. Salut elle de pigeon. Ah bah non, il veut vraiment pas, Ah, c'est parce que j'ai pas le bon lien. J'ai le lien INA, voilà. Boum. Ouais, il faut vraiment lire Marie Scondé. Mais j'avoue que même moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je n'ai pas grande leçon à donner. Mais voilà, Marie Scondé. Et donc il y a quelques mots, une interview de Marie Scondé qui avait été enregistrée par D'ici et d'ailleurs en 2011 et qu'ils ont là aujourd'hui cette semaine fait remonter suite à son décès. J'ai envie de vous conseiller encore 2-3 trucs. Je vais vous faire ça très rapidement, parce qu'après je vais passer à la deuxième partie de notre émission, on va aller vraiment fouiller dans l'histoire. Il y a une série qui s'appelle Musulmanes citoyennes du Bondi Blog, qui est vraiment intéressante. Je vous conseille d'aller voir plusieurs épisodes. C'est important à regarder. Je pense qu'ils l'ont fait en lien avec le mois de Ramadan aussi. Cette question de personnes musulmanes qui ne sont pas, pour une fois, décrites sur l'angle négatif. Oui, merci le Bondi Blog d'avoir réalisé ce travail-là. Séparatisme, communautarisme, on ne compte plus les anathèmes lancés à la communauté musulmane. Pourtant, de nombreux citoyens pleinement français et fièrement musulmans s'engagent quotidiennement pour le bien commun, mus entre autres par leur foi. Dans cette série, nous mettons en avant 4 jeunes engagés de confession musulmane, une série signée Ayoub Simour. Alors, est-ce que des Antillais ont lu Marie Scondé en cours ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez lu Marie Scondé en cours ou pas du tout ? Moi, perso, je n'en ai jamais entendu parler avant les études supérieures, en fait. Je pense que je devais avoir 22, 23, 24 ans, même quand j'en ai entendu parler. Donc il y a cette série que je vous conseille. Il y a un article de France 3 Région sur les enfants de la Creuse. Les enfants de la Creuse réunis en assemblée générale à Saint-Herblain. Ils demandent une réparation financière et la création d'un lieu de mémoire. Et ça, j'ai trop envie de suivre cette affaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des enfants de la Creuse. C'est des enfants qui ont été pris dans des familles aux Antilles, notamment à La Réunion, et qui ont été amenés dans des familles de la Creuse où on estimait en fait qu'il y avait un déficit de population. Et donc ces enfants, c'est un scandale d'État gigantesque. Et en même temps, ça pose plein de questions parce que ils ont vécu avec des familles de gens de Creuse. Ils peuvent pas non plus totalement les renier. Enfin, c'est un attachement familial. Et en même temps, ils ont été arrachés à leur famille par un système néocolonial de l'outre-mer.
Et donc aujourd'hui, il demande réparation financière et la création d'un lieu de mémoire. Ça va être une bataille passionnante. Et je vous laisse le lien parce que nous n'avons pas le temps d'approfondir. Alors, autre chose importante, le podcast Afrotopique, tous les mois qui publie. Il y avait une série sur les féminismes qui était très intéressante, mais là actuellement il y a une série qui s'appelle Penser l'économie depuis les Suds qui sort tous les mois et le dernier épisode est sorti récemment, c'était celui de Geneviève Pruvot si je ne me trompe pas. Je vous lis quand même, une rencontre mensuelle qui explore la pluralité des économies et leur pouvoir de transformation sociale. C'est Penser l'économie depuis les Suds. Ce rendez-vous animé par Mariem Tamoussanang est l'occasion de faire vivre une discussion collective autour des enjeux contemporains qui relient les Nord et les Sud. Et si l'on pensait à la sortie de l'impasse écologique et sociale à partir des sociétés qui ont le mieux résisté à l'industrialisation et au développement sur le mode capitaliste. C'est intéressant parce qu'elle retourne la question. Plutôt que de dire les sociétés sous-développées, elle dit les sociétés qui ont résisté à l'industrialisation et au développement capitaliste. Que nous apprennent les sociétés non salariales et leurs pratiques diverses de l'économie? Comment nous est-il donné d'imaginer et de construire la justice sociale à partir de ces territoires et de ce qu'ils proposent comme alternative? Donc je vous conseille ce nouveau format Penser l'économie depuis les Suds sur Afrotopique. Et j'avais encore quelques trucs à vous montrer. Il y a, sur le Rwanda, je reviens encore une fois, de Jeune Afrique. Il y a Jeune Afrique qui a sorti une série de témoignages, témoins du génocide, que vous pouvez voir sur YouTube, si je ne me trompe pas, toutes les vidéos. Alors je ne sais pas si elles sont publiques ou pas. Hein, on peut voir que des extraits. Alors on va regarder un petit extrait. Un cauchemar réveillé. Je n'arrive pas à croire que ça fait 30 ans. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'anniversaire des 30 ans, les souvenirs reviennent. Beaucoup de gens n'ont pas vu venir ce média de la haine qui a désinhibé tout le monde et qui a été un instrument de mort absolument d'une efficacité sidérante. Si on voulait résumer toute cette tragédie d'un seul mot, on dirait racisme. Hey, bonjour le raid, salut le raid de Colis, bienvenue à tout le monde, on est en train de parler d'actualité décoloniale, donc de qu'est-ce qui s'est passé, que je vous conseille de suivre cette semaine sur les questions qui sont liées à l'histoire coloniale ou à l'actu décoloniale. Voilà, donc bienvenue à vous sur le live. Et ouais, 13bis qui disait ce serait cool de mettre le lien. Bah vas-y, on peut mettre le lien sur le Discord. Faut que je réactive le Discord, en vrai j'arrive pas du tout à le rendre vivant. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je garde effectivement ce Miro et je verrai au fur et à mesure qu'est-ce que je peux en faire. Bonjour Colis, merci beaucoup pour le raid. Donc là, on a vu ce documentaire et si je comprends bien, c'est une série de vidéos. Je vois qu'il y a des textes écrits. Mais je crois qu'il y a aussi vraiment épisode 2. Beaucoup de gens n'ont pas. 4 minutes. Alors je sais pas s'il y a vraiment un documentaire ou si c'est juste une série texte. En tout cas, vous avez différents témoignages de personnes qui ont vécu la période du génocide. Donc au Rwanda. 3 derniers trucs, allez. Et après on passe à l'autre sujet de ce jour. Il y a le compte Bissai Media que je vous conseille de suivre sur Insta, mais pas que sur Insta d'ailleurs, hein, sur YouTube, un peu partout, qui vient de sortir. Je trouve ça cool, des petits posts sur Insta sur les propos à débunker. Et il y avait un propos à débunker. C'était là. En fait, c'était donc... Elles ont été assistées à l'édition mondiale de la masterclass contre le racisme et les discriminations proposée par l'UNESCO. Sans avoir d'énormes attentes, nous étions enthousiastes. Ah oui, je vous pouvez peut-être pas voir tout le truc là. Je vais vous enlever la fenêtre de chat. Hop.
Hop. Sans avoir d'énormes attentes, nous étions enthousiastes à l'idée d'assister à cet événement dédié à la jeunesse pour la sensibiliser au racisme et aux discriminations. Autant vous dire que nous avons été effarés par la teneur des propos tenus, entre inexactitude, incomplétude et tout simplement ignorance de la réalité de la question raciale et du quotidien des personnes racisées en France et pas que. Donc elles ont été vraiment choquées par ce qui a été dit à cette masterclass de l'UNESCO, et du coup elles ont pris le temps de débunker un certain nombre de propos qu'elles avaient entendus à ce moment-là. Elles ont noté une incapacité de donner des références sur le sujet du métissage à une enfant concernant une question qu'elle a posée sur sa quête identitaire et son métissage, et quant à sa recherche de ressources sur le sujet. Donc quelqu'un a demandé « Est-ce que vous avez des ressources sur le métissage ?» Réponse « Non ». Au sein d'une masterclass contre le racisme, aborder ou se renseigner sur la question du métissage aurait dû être un des éléments centraux. Le métissage, en tant que catégorie juridique et raciale, répondait aux besoins de division et de hiérarchisation de la société coloniale esclavagiste. La persistance de l'utilisation du terme métis au sein de la société française, qui insinue bel et bien un mélange de races, vient confirmer les processus de racisation toujours à l'œuvre aujourd'hui. De plus, il existe bel et bien des recherches sur le métissage. On peut citer les Critical Mixed Race, courant de recherche américain, ou encore l'ouvrage de Solène Brun, Derrière le mythe métis. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de faire le pont avec le sujet dont je veux parler juste après. Mais Derrière le mythe métis de Solène Brun, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. C'est un livre qui est sorti il y a vraiment très peu de temps, si je ne me trompe pas. Il est sorti, oui, en 2022. Non. Il est sorti quand ? Je ne peux pas voir la date de sortie. Mais qui va vraiment faire une enquête sur la question des couples métis, du métissage, le mot métis même et tous les fantasmes auxquels il ramène aujourd'hui. Donc un livre très important à lire. Donc l'autre chose que je voulais vous montrer, on a dit qu'il en restait 3, c'est cette vidéo. Parce qu'il y a eu une marche organisée. Ah oui, donc faut que je vous refasse un peu le contexte. Vous avez peut-être suivi cette affaire, une affaire assez triste, violente, mais qui montre une capacité de mobilisation à laquelle on ne s'attendait pas forcément pour ce genre d'événement. Le mercredi, donc là c'est sur le site de Adja Révolution 94, qui est journaliste des luttes, qui fait un travail photo, reporter, militante engagée dans les luttes contre les violences policières et les injustices sociales. Et donc elle nous raconte, le mercredi 14 février 2024, une maman vient chercher sa fille âgée de 3 ans au centre de loisirs. Alors, trigger warning, c'est une question d'agression sexuelle sur une mineure. Donc voilà, je mets quand même le trigger warning, et il y a une mobilisation qui est en train de se mettre en place pour réagir à cette agression. En rentrant à la maison et en accompagnant sa fille aux toilettes, elle remarque des traces dans sa culotte et constate que les parties intimes sont gonflées. La maman se rend directement à l'hôpital et constate une déchirure. Sa fille a subi une intervention nécessitant 3 points de suture. La maman décide de porter plainte. Une autre petite fille âgée de 4 ans désigne l'agresseur à ses parents. Cette personne travaille au centre de loisirs. Les 2 enquêtes ont été confiées à la brigade de protection de la famille. Suite à la médiatisation de l'affaire, plusieurs familles se sont manifestées et au total 6 enfants auraient subi des faits similaires. Et donc là, il y a vraiment une mobilisation de la maman qui prend la parole actuellement et qui est en train de créer un collectif autour de cette affaire pour sensibiliser à la question des violences sexuelles sur les enfants, notamment aujourd'hui dans les centres de loisirs. Alors attendez. Au début, je ne voulais pas parler parce que c'est la première fois que je retourne ici. On l'encourage. Je veux juste à dire, c'est pas pour passer dans la télé ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. Je veux juste à dire à tous ceux qui sont là, merci à vous d'abord. Je me bats pas que pour ma fille. Si c'était ça, j'allais pas le faire. Mais je me bats pour tous les enfants. Je demande pardon si je vous ai
Le but, ce n'était pas ça. J'ai fait un choix de traumatiser les parents ou de sauver les enfants. J'ai choisi de sauver les enfants. C'est pour ça que je suis désolée. Désolée. Bravo, bravo. Et là, ce qu'elle dit, c'est parce que le fait de témoigner sur ce sujet, ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Donc quand elle dit j'avais le choix entre traumatiser les parents ou sauver les enfants, j'ai choisi de sauver les enfants, c'est vraiment ce truc elle a fait le choix de parler, de témoigner, d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Et c'est vrai que elle a diffusé ça sur Instagram et ça a été un choc et un truc qui a beaucoup suscité de réactions. Et voilà, donc elle n'était pas du tout prête à témoigner, à prendre la parole, à faire tout ce qui s'est passé, même à être médiatisée. Et donc son premier réflexe, c'est de s'excuser là, et on voit à quel point elle est touchée. Mais en réalité, c'est fort ce qu'elle a fait, et c'était nécessaire en fait pour susciter même la mobilisation et pour que d'autres personnes osent parler. Parce qu'on a vu 6 personnes qui se sont manifestées au final. C'est extrêmement grave. 6 familles qui gardaient le secret jusque-là. Il a fallu qu'elle parle pour que les choses avancent. Et donc vraiment force à elle. Et donc hier, il y a eu une marche qui a été organisée de la mairie de Châtenay-Malabry jusqu'au centre de loisirs pour dénoncer l'inaction de la mairie et demander que justice soit faite rapidement. Et si je ne me trompe pas, il y a un compte, je ne sais pas où est le nom du compte, mais je crois elles ont créé un compte Insta où c'est possible de les suivre directement. On va regarder les stories de Adja Révolution 94 parce que je pense elle a notifié le compte, je pense. Attendez. On va voir ça. Hop, je vais regarder quelques stories. Non. Non, il n'y a pas le compte. Mais si jamais vous trouvez le compte, ça m'intéresse. Mais pourquoi les familles se taisent ? Bah, bonne question. Hein. Je pense que t'es jamais forcément sûr, ou bien déjà le fait de gérer le truc, ça doit être... Enfin, peut-être qu'il y a une incertitude, c'est des enfants de 3 ans, là. Comment l'enfant, il raconte ce qui s'est passé au centre de loisirs ? Peut-être que les familles se disent c'est peut-être pas arrivé au centre de loisirs, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose d'autre. Enfin, il y a peut-être des incertitudes, en fait, j'imagine, ou même le fait de témoigner. En fait, ça associe aussi l'enfant à agression sexuelle de manière publique. Ça va aussi avoir un impact sur la vie de l'enfant. Et je sais que c'est très important, en fait, de le dire. Mais peut-être que certains parents se disent j'ai peur d'ouvrir cette brèche, d'ouvrir ce sujet, s'il n'y a pas forcément d'éducation sur la question, ou même est-ce que les gens vont les croire ? J'imagine qu'il y a tout ça qui rentre en compte. En tout cas, là, la parole est ouverte, et je pense que ça va avoir un impact énorme. On espère que l'enfant oublie. Ouais, on espère vraiment. Et donc, pour terminer cette revue de presse, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce documentaire. Je suis tombé sur ce documentaire Quand l'Afrique sauva la France. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Lorsque De Gaulle appelle tous les Français à le rejoindre en 1940, il ne se doute pas que c'est depuis le cœur de l'Afrique noire qu'il mènera la reconquête. Brazzaville devient la capitale de la France libre. Est-ce que vous saviez ça ? Que lorsque De Gaulle a voulu parler de la France libre, etc., la capitale c'était Brazzaville au Congo. Brazzaville au Congo, puisqu'il n'y avait plus de France, en fait, tout simplement. Donc il ne restait plus que l'empire colonial, et c'était Brazzaville la capitale, et ensuite ça a été Alger. Et donc les premiers territoires à reconnaître la France libre, c'était les territoires africains d'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Sans l'action à ce moment-là des territoires coloniaux d'Afrique subsaharienne, la France libre n'aurait pas pu exister, déjà. Enfin, elle aurait peut-être existé vite fait à Londres, mais ça n'aurait pas été ce que ça a été. Et le retour en force de Gaulle et la reconstruction de la République telle qu'on l'a connue n'aurait eu rien à voir et n'aurait peut-être même pas eu lieu sans l'action des Africains. Et c'est là où c'est complexe, parce que des Africains qui n'ont pour autant pas eu l'indépendance derrière. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de sauver la France, ou ils ont collaboré, ou bien il y a eu parfois même certains qui étaient à la tête de l'Afrique qui étaient des blancs, en fait, c'était comment on appelle ça, des gouverneurs coloniaux blancs. Et sans cette action-là, la France ne survit pas, et en même temps, les Africains n'ont pas derrière de rétribution. C'est fou parce que dans mes cours, on nous a parlé de Londres, mais alors pas du tout de Brazzaville-Alger perso. Pareil, hein. Moi, franchement, j'ai découvert ça, j'étais en mode, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Brazzaville, capitale de la France, quoi ?
Ben oui, oui. Dans les colonies mobilisées, un immense désir d'indépendance est en train de naître. Et donc toutes les questions des indépendances africaines et comment ça a été traité aussi la décolonisation africaine, elle est liée à ce moment-là où l'Afrique a été au cœur de ce qui a sauvé la France. Et donc je vous mets juste quelques secondes du début du documentaire. Des Sénégalais ont même été réprimés parce qu'ils demandaient de la reconnaissance. Exactement. Ah oui, et donc ça c'est sur TV5 Monde. Je sais pas qui a réalisation Nicolas Glimois. C'est un film qui est sorti en 2022. Ça se trouve, faudrait que je l'invite en fait. C'est au cœur de l'Afrique noire que le destin de la France a basculé pendant la Seconde Guerre mondiale. Des rives du fleuve Congo, au sable du Tchad, c'est grâce aux ressources et aux soldats d'Afrique que la France a pu faire croire qu'elle était dans le camp des vainqueurs. Oh, ça attaque direct. Il a dit a pu faire croire, mais il a tout dit. Il a tout dit. Oui, puisque la France à ce moment-là, c'était Vichy, quand même, faut pas l'oublier. Collaboration. La mémoire s'est estompée au fil du temps. Et l'on a peu à peu oublié que les colonies d'Afrique équatoriale furent le berceau et le laboratoire de la France libre. Et ouais, parce que tout ce qui a pu se mettre en place au niveau de la France libre, c'est parce que c'était possible là-bas. Ah ouais, Moving Chloé, bah merci 13 bis. Effectivement, tu retrouves tout sur le Miro. Hein. Donc sur le Miro, quand tu y vas, tu peux naviguer sur le truc et cliquer là où tu veux et tu auras les liens qui s'ouvrent. Quand l'Afrique sauva la France, bah, mais quel banger! Oh, mais carrément, c'est ça qu'il faut garder en cours d'histoire, là. Si les profs d'histoire géo ont un moment film, mettez ça direct, en fait, parce que là, ça te change tout. Non, mais tu fais bien de poser la question, hein, Moving Chloé, pas de souci. C'est là pour ça. Merci, merci. Bon, bah voilà, quand l'Afrique sauva la France, moi, j'ai le documentaire que j'ai rêvé de voir depuis des années. À chaque fois, je dis aux gens, mais ouais, vous savez pas que c'était Brazzaville et tout. Les gens me disent, mais non, tu faut pas réécrire l'histoire. Je suis en mode, mais attendez, les amis, vous pensez qu'il était où, De Gaulle? Il était où, De Gaulle, en fait? Il était pas en Angleterre. Enfin, il a été en Angleterre, oui. Mais comment la France libre a été existée? Bah, Alger, Brazzaville, voilà, tout simplement. D'ailleurs, Macron a pris la parole sur le sujet hier. Et il a encore éclipsé les musulmans. Ah ouais? J'ai pas suivi cette affaire. Il est fort, Macron. Ok, bah c'était le débrief de l'actualité d'Histoire Crépue. Merci d'avoir regardé la vidéo. Non mais je fais ça parce que je vais faire le replay. Et du coup, dans le replay, j'ai besoin de pouvoir expliquer aux gens ce qu'ils viennent de voir et de leur dire aussi de participer financièrement puisqu'on a un site. C'est vrai que j'ai failli oublier de vous dire ça. Donc là, je vais faire un petit ending pour le replay, mais ce n'est pas vraiment la fin du live puisqu'après, je vais vous parler d'histoire. C'est ça que j'ai envie de vous dire, vraiment. Il était nulle part. Salut YouTube. D'ailleurs, Macron a pris la... Ah oui, pardon, je relis les mêmes trucs. Attendez, je cherche juste le truc pour pouvoir dire aux gens de YouTube, du replay YouTube, de me soutenir. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc le débrief de l'actualité décoloniale sur Histoire Crépue. J'espère que vous avez retenu plein de choses intéressantes à ouvrir, à aller voir. Vous avez le lien du Miro dans la bio. Vous avez aussi ce lien-là si vous voulez nous soutenir. On a un site histoirecrépue.fr. Vous pouvez nous soutenir. Ça ne passe pas par Tipeee, ça passe pas par Amazon, ça passe pas par TikTok, par Instagram, par quoi que ce soit. Ça vient directement dans notre poche. Donc, vous pouvez nous aider sur ce site et ça s'adresse aussi à vous. Les spectateurs du live Twitch. Et donc, j'ai peut-être dit des bêtises, j'ai peut-être dit des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs, c'est le plus important pour nous aider tous et toutes à avancer et à mettre vos sources, si vous avez des sources, dans les commentaires. Et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Je m'étouffe. Ciao, ciao, ciao. Salut The 6K. Donc, on est toujours là, en vrai. Donc, j'ai fait ma petite ending pour le replay YouTube. Maintenant, on va parler d'un sujet qui vraiment me passionne. Attendez, je ferme tous mes onglets de l'autre côté, là. Hop, hop. Je vais devoir faire un opening, encore une fois, pour le replay. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet
qui m'intéresse vraiment. On va revenir dans l'histoire jusqu'en 1947 pour s'intéresser à un clash qui a eu lieu entre les métis du Sénégal et Léopold Sédar Senghor. Alors Léopold Sédar Senghor, c'était un député noir qui était député donc à l'Assemblée nationale française, enfin qui était... Non, c'était pas l'Assemblée nationale française, c'était à l'Union française. Vous allez comprendre la différence. Donc c'était un député noir colonisé qui était quand même député français, qui avait un rôle dans le jeu politique français, et donc il va se clasher avec les métis du Sénégal. Pourquoi ? On va le comprendre en lisant les articles, et vous allez voir que c'est hyper intéressant, parce que ça résonne avec l'actualité et les questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Mais avant tout, je vous dis, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, etc. Et vous pouvez nous soutenir sur le site histoirecrépue.fr. Vous trouverez le lien dans la bio. Ça vient directement dans notre poche, ça ne passe pas par les autres plateformes. Vous avez vu comment je suis balèze pour expliquer les choses maintenant. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est donc les métis vs Léopold Sédar Senghor, une affaire, un clash en mai 1947. Vous trouverez le lien du Miro si vous voulez lire vous-même les articles. Toujours pareil, en tapant Miro, il y a aussi le lien dans la bio. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que ce live se déroule comme vous le pensez, comme vous l'aimez ? Là, je vous parle vraiment à vous, les gens de Twitch. Et d'ailleurs, je vois que j'ai un objectif de followers. Merci pour les personnes qui follow ou qui s'abonnent. On approche de 5000 followers sur Twitch. C'est beaucoup, oui. C'est important, c'est à force de travail, de régularité. Et moi, je suis quelqu'un de pas du tout régulier, donc là, vraiment, je suis content de moi, de réussir à vous faire des lives une fois par semaine quasiment. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura sans doute pas de live, car je serai Tintin, ou je serai d'après vous en code... Oh, punaise, j'ai failli spoiler. J'ai failli vous spoiler. Où est-ce que je serai d'après vous la semaine prochaine ? Bonjour, je débarque ici, Voltairine de Claire. Punaise, 13 bistes à trouver en Côte d'Ivoire. J'ai tout spoilé carrément. Et oui, la semaine prochaine, je serai en Côte d'Ivoire pour des tournages. Et je fais plein de vidéos en fait en Côte d'Ivoire en ce moment. Mais vous découvrirez ça plus tard sur le long terme. Alors ici, on parle, donc pour les personnes qui viennent de découvrir, Voltairine de Claire, bienvenue à toi. Ici, on parle d'histoire, notamment d'histoire coloniale et d'actualité décoloniale. Bonsoir, c'est mon tout premier live. Bonsoir Poche, bienvenue à toi. Ouais, j'ai gaffé de ouf en course. Ouais, non, je serai en Côte d'Ivoire, effectivement. Ouais, c'est comme ça. Et ce week-end, encore mieux, ce week-end, on sera dans un événement, un grand festival, le festival le plus important du YouTube Games. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? En attendant, je vais modifier. Qui devine où est-ce qu'on sera ce week-end avec Histoire Crépue ? Frames ! Oui ! Bien vu tout le monde. Frames Festival, on va pouvoir présenter un des épisodes de notre série Nos statues coloniales au Frames Festival et on est hyper content de ça. Ce sera le dimanche, je crois que c'est à 11h, le dimanche 14 avril au Frames Festival. On est hyper fiers de ça. C'est la première fois qu'on va faire une projection. Le Frames, en fait, c'est... attendez, je vous montre alors dans ce cas. Frames. Attendez. Oula. Frames Festival. Je vais vous afficher ça dans une seconde. Voilà. Le Frames Festival, c'est le gros festival du YouTube en France et ça se passe à Avignon. Voilà. Il y a la programmation qui est là. Attendez, comment je peux la montrer ? Voilà. Ça ressemble à ça. Il y a Mister MV, Clément Viktorovitch, il y a tout le monde au Frames Festival. Et donc, regardez ça. Ça, c'est le samedi. Attendez, ça, c'est le samedi. Ok. Ensuite, le dimanche. Histoire crépue. Nos statues coloniales, épisode 3. Et on a invité Anis Rally et Safia Fierce qui vont faire un react juste après la projection. Voilà, ça va être vraiment super. Il y aura quoi ? Il y aura Arte en même temps, Brut. Ouais. Bon, il y aura Brut qui sera concurrence avec nous. Donc j'espère qu'on aura plus de public que Brut. Non, je rigole, mais il y aura sûrement assez de public pour voir tout. Et donc ça se passe à Avignon. Et ça a l'air cool. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui vont au Frames Festival. Moi, je n'y ai jamais été.
Salut, Histoire Crépue, tu as des journaux à recommander qui traitent de l'actualité africaine. De l'actualité africaine. Bah, tu trouveras sur le Miro, là, ce qu'on a regardé tout à l'heure. Tu as le lien que tu peux avoir assez facilement. Tu trouveras certains articles qui traitent de l'actu. Mais on va dire, moi, ce que j'aime bien, c'est des articles qui traitent de manière pas forcément focus sur l'actu directe. Mais j'aime bien les journaux qui prennent le temps d'étudier le temps long. Donc, par exemple, Afrique 21, j'aime beaucoup. Voilà. Brut Afrique, c'est un peu basique, mais je trouve que là, ils font un bon taf, Brut Afrique, en ce moment. D'actu, de rebondir sur les choses. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Après, en termes d'actu, des journaux qui sont vraiment basés sur le continent, j'en connais pas assez. Et ça dépend des pays. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas le meilleur pour dire l'actu direct. 13 bis qui dit, bon fait avoué, maintenant faut toucher le CNC pour y être. Non, même pas. Je sais pas exactement pourquoi on y est. C'est pas parce qu'on a eu une subvention du CNC pour nos statuts coloniales. Mais non, c'est parce qu'on leur a proposé. J'imagine qu'ils avaient pas non plus masse de sujets sur les questions antiracistes et tout, à voir la programmation. Donc ils se sont dit pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas exactement. En vrai, on a un peu déconné quand on a postulé au Frames parce que on a raté le moment du concours. On aurait dû inscrire nos vidéos au concours vraiment Frames, enfin au festival quoi. Et on a raté la date parce qu'on était trop sous l'eau. Donc on a raté la deadline. Et du coup, bah, on a pu avoir un moment event, ce qui est assez cool. Mais c'est pas, on n'est pas dans compétition, quoi. Mais ça, c'est de notre faute. Ok. Alors. On retourne ici. Et on rentre dans le vif du sujet. Ah non, dernier truc à dire. Notez dans vos agendas, parce qu'on va avoir, après le Frames, des vraies projections en public, comme on vous l'a promis. Puisqu'on a promis qu'on allait faire des projections à Paris, à Marseille et à Bordeaux. Et ça va arriver en mai et en juin. Donc en mai, ce sera en région parisienne. Il y aura des projections à Marseille, à Montreuil, à Saint-Denis et à Paris. Et en juin, il y aura une projection à Bordeaux et à Marseille. Donc, notez déjà la date du 10 mai, car il y aura une projection à Montreuil, puis il y aura une projection à Saint-Denis le 15 mai, une projection à Paris le 21 mai à Paris. Et on est en train de bosser pour un truc à l'Assemblée nationale. Ça, on bosse pour ça. Et oui, puisqu'il existe une salle de projection à l'Assemblée nationale, et si Dieu le veut, eh ben, on arrivera à projeter un épisode du docu là-bas. Ce qui serait quand même assez stylé. Voilà. Mais donc, le 10 mai à Montreuil, le 15 mai à Saint-Denis, le 21 mai dans Paris. On va vous donner toutes les infos au fur et à mesure dans les stories. Et on arrive donc sur le vrai sujet dont je veux parler aujourd'hui, qui est